Bonjour. La psychanalyse est-elle une thérapie de l'esprit ou bien une escroquerie? Je cite les propres mots prononcés par Jacques Lacan en 1977. Notre pratique est une escroquerie. Bluffer, faire sciller les gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiquet. La psychanalyse est implantée très tardivement en France, mais elle est aujourd'hui omniprésente dans les médias, le sanitaire, le médico-social, les facultés de psychologie et les cursus de psychiatrie, où elle conserve une influence considérable, alors qu'elle a quasiment disparu aux États-Unis et ne subsiste plus que de façon très marginale chez nos voisins européens. En conformité avec leur retard initial, la France, la Belgique francophone et la Suisse romande résistent obstinément à un examen critique de la psychanalyse, pratique qui a pourtant des répercussions majeures sur une grande partie de la population. Pour couper court à toute discussion, le motif invoqué par la psychanalyse, c'est « vous n'y connaissez rien, il faut être analysé pour comprendre ». C'est la raison pour laquelle j'ai invité 4 experts du divan. 3 d'entre eux ont été tellement longuement et profondément analysés qu'ils sont devenus psychanalystes. Jacques Van Drillard, Jean-Pierre Ledru, Stuart Schneiderman, vous avez exercé la psychanalyse pendant plusieurs décennies avant de vous déconvertir et de tourner le dos à la psychanalyse. Michael Borch-Jacobsen, vous avez fait des études de philosophie en France et consacré votre thèse au sujet freudien. Vous avez enseigné la psychanalyse au département psychanalyse de l'université de Vincennes, alors même que vous n'étiez pas psychanalyste. Vous êtes aujourd'hui professeur de littérature comparée à l'université de Washington. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres sur l'histoire de la psychanalyse, de la psychiatrie. Vous êtes l'un des co-auteurs du livre noir de la psychanalyse paru en 2005 aux Arènes avec Jacques Van Drillard. Avant d'en arriver à ce qui a fait de vous un des fers de lance des historiens critiques de la psychanalyse, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez dans quelles circonstances vous avez été amené à enseigner la psychanalyse et à vous déconvertir. Moi, j'ai jamais été sur le divan. J'étais un philosophe, étudiant de philosophie. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Lacan. Lacan était parmi les grandes têtes molles de l'époque, avec Derrida, avec Foucault, avec Deleuze. Et donc, il était tout à fait normal pour quelqu'un comme moi de s'intéresser à Lacan. Et c'est comme ça que je suis entré dans la psychanalyse. C'est pas la porte lacanienne. Et c'est comme ça que j'ai abouti à Vincennes, et où j'ai enseigné pendant juste 1 an. D'ailleurs, à la même époque où Stuart Schneiderman enseignait aussi. Ah oui, le même jour. Le même jour. En fait, on se croisait dans la même salle. Mais ça a duré très peu pour moi. J'ai fait ça 1 an. Je participais aux travaux de l'école freudienne de Lacan, et j'étais très vite rebuté d'une part par l'inculture grâce aux psychanalystes qui m'entouraient, et deuxièmement par le psittacisme et le dogmatisme de ces gens. Donc, tout simplement parce que je me sentais mal à l'aise, je suis parti. J'ai pu continuer à enseigner à Vincennes, et je me suis mis à écrire une thèse sur Freud, que vous aviez mentionné, où je me suis intéressé notamment à un essai de Freud qui s'appelle « Psychologie de masse et analyse du moi », où il parle de l'hypnose et de la suggestion. Et là, je suis tombé sur la problématique de l'hypnose et de la suggestion qui m'a énormément intéressé. Et j'ai fait une sorte de retour en arrière historique, grâce entre autres au grand ouvrage de Henri Ellenberger sur l'histoire de la découverte de l'inconscient. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un continent qui avait été complètement occulté par la psychanalyse, l'hypnose, la suggestion, le magnétisme animal, toutes sortes de choses. Et de là, tout à fait naturellement, j'ai développé une sorte d'attitude critique vis-à-vis des théories psychanalytiques, puisque je voyais trop bien comment ces théories faisaient l'impasse sur toutes sortes de questions qui avaient été agitées avant et qui n'avaient jamais été résolues par la psychanalyse. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenu encore plus critique, notamment lorsque j'ai émigré aux États-Unis et où j'ai commencé à lire la littérature anglo-saxonne sur la psychanalyse, la littérature d'historiens de la psychanalyse, qui était pratiquement ignorée ici en France, n'était pas traduite. Et là, j'ai découvert encore pire. Je me suis rendu compte que l'histoire qu'on nous a racontée pour justifier la psychanalyse était en fait une sorte de légende, brodée par Freud lui-même et ensuite embellie par les disciples. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu finalement un critique de la psychanalyse. Mais j'insiste sur le fait que mon parcours critique, ma déconversion, n'est pas une déconversion pratique,
parce que j'ai jamais vraiment été converti, j'ai jamais vraiment adhéré à cette théorie. J'étais intéressé intellectuellement à la psychanalyse, mais je n'ai jamais été sur le divan. Et pour cette raison, je suis aussi, ma critique est très dépassionnée. J'ai pas de compte à régler avec la psychanalyse. En 2011, vous avez écrit un brûlot, Les patients de Freud, un travail d'historien dans lequel vous retracez le véritable parcours de 31 des patients de Freud. C'est-à-dire qu'en fait, il a construit la renommée de la psychanalyse sur des cas princeps, ouais. Le cas Dora, le petit Hans, l'Omora, l'Omolou, Anao, qui a ouvert l'épopée psychanalytique. Et en fait, il y a des historiens dont vous en faites partie qui ont découvert qu'en fait, tout ça, c'était une mythologie. Oui, c'est une mythologie. Freud déclarait dans ses écrits que toute la psychanalyse est basée sur l'observation des cas cliniques. Et il nous a laissé 5, 6 grands cas cliniques qui sont connus de tous, Dora, le Molou, le Mora, Anao, etc. Et donc, théoriquement, tout repose là-dessus. Donc, le problème, c'est qu'on ne savait pas ce qui s'était réellement passé, ce qui s'était réellement dit dans le cabinet de Freud au moment où ces analyses ont eu lieu. Donc, on n'avait aucun moyen de vérifier. Le seul moyen de vérifier et de valider donc les théories psychanalytiques, c'était de rassembler le maximum d'informations sur les patients à travers des documents qu'ils auraient laissés ou le plus souvent, à travers des témoignages de personnes qui les avaient connus. Et c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'historiens de la psychanalyse, à commencer, je dirais, par le freudien absolu, Kurt Eisler, qui était le secrétaire des archives Freud, qui a fait un boulot absolument incroyable dans les années 50. Il est allé interviewer tous les survivants qui avait eu connaissance des patients de Freud. Donc en jouant le naïf, il a ouvert la boîte de Pandore en fait. Sauf qu'il l'a refermée tout de suite. C'est-à-dire que les archives Freud ont été données à la bibliothèque du Congrès avec des clauses très strictes disant ces documents ne peuvent pas être déclassifiés avant l'an 2050, il y en avait même 2111, etc. Donc il fallait que les historiens fassent un véritable travail de détective pour trouver d'autres moyens de vérifier la véracité des cas. Et donc, ça a commencé avec Hélène Berger, qui a fait un travail sur Anao, qui a montré d'abord qu'Anao, d'une part, elle n'avait pas été... D'abord qu'elle n'était pas guérie et qu'elle avait une très piètre opinion de Freud. Oui, et donc tout le mythe fondateur de la psychanalyse s'évaporait. Mais c'est hallucinant parce que lorsqu'on lit les patients de Freud, ces 31 cas, donc certains parmi des cas connus, d'autres de patients inconnus, c'est un festival. Enfin, c'est tragique, c'est comique en même temps. Enfin, c'était cocaïnomane, désespéré, drogué, enfin, et beaucoup de suicides. Bien sûr. On découvre, en fait, c'est hallucinant. On découvre un Freud qui est à l'opposé, à des années-lumière de la géographie freudienne. Enfin, tout à fait. On découvre surtout un Freud qui est d'un grand cynisme. En tout cas, à partir d'un certain moment, il y a un grand cynisme au niveau thérapeutique. Il sait très bien que la psychanalyse ne guérit pas, comme il le dit très souvent à ses correspondants. Il le dit pas en public, il le dit en privé. Mais il dit, mais on a besoin de ces gens pour la science. Alors, si ça a si mal marché dans les cas que Michael a analysés, c'est parce que je crois que Freud aussi, il a fait une thérapie, lui, qui les a fait tourner en fond dans leurs associations et dans leurs interprétations, les faisant ruminer, parce qu'une chose qui est particulièrement mauvaise, c'est la rumination indéfinie et la co-rumination avec le thérapeute. Lacan a dit, si quelqu'un va mieux en psychanalyse, ça n'a rien à faire avec la psychanalyse, c'est un accident. Jacques Van Rillard, vous êtes docteur en psychologie cognitive et comportementale. Vous êtes professeur émérite de psychologie à l'université de Louvain, mais auparavant vous avez pratiqué la psychanalyse pendant une dizaine d'années dans le cadre de l'école belge de psychanalyse avant de quitter le mouvement et vous réorienter vers les thérapies comportementales et cognitives. En 1980, au moment de votre déconversion, vous avez écrit un ouvrage majeur qui est toujours édité aujourd'hui, Les illusions de la psychanalyse, dans lequel vous déconstruisez le système freudien. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'au moment de votre déconversion,
Vous citez un certain nombre de psychanalystes, dont Stuart Schneiderman, qui était encore dans le mouvement à l'époque. Vous êtes l'un des co-auteurs donc du livre noir de la psychanalyse, donc paru en 2005, sous la direction de Catherine Meyer. J'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous avez rencontré la psychanalyse, parce que vous avez un parcours très différent, vous avez été analysé, vous avez exercé la psychanalyse, et qu'est-ce qui vous a amené à vous déconvertir, à vous défaire de ce mouvement? Voilà, quelques dates essentielles, parce que ça s'est fait sur une période quand même de plus de 10 ans au total. Hein. C'est comme les déconversions religieuses, je crois aussi que les gens ne perdent pas la foi comme ça tout de suite. Mais d'ailleurs, vous destiniez à la prêtrise au départ, avant de devenir psychanalyste. Oui, comme beaucoup à l'époque, comme beaucoup de gens qui sont après entrés en psychanalyse. J'ai eu la chance, étant bilingue, d'aller dans une université hollandaise où la psychanalyse avait fait son temps, où il y avait un assistant qui revenait des États-Unis, qui était rogérien, et un autre qui était allé chez Wolpe et aussi chez Eysenck, et qui pratiquait les thérapies comportementales. Donc il y a eu ce contexte. Alors au département de psychologie clinique de l'université de Nimègue, c'était aussi en 68, c'est-à-dire on mettait en question l'autorité. On ne dépavait pas comme à Paris, mais il y avait quand même beaucoup de réflexions critiques, et notamment à l'égard de la psychanalyse. Il y avait toute une réflexion sur l'aspect politique de la psychanalyse. Si les ouvriers font la grève, c'est parce qu'ils n'ont pas résolu leur Édipe. On subjectivise en quelque sorte les motifs de révolte, etc. Donc il y avait cette réflexion politique. Il y avait aussi, pour moi, la découverte de travaux sur la scientificité de la psychanalyse. Moi, j'avais jamais entendu parler de Karl Popper. Est-ce que la psychanalyse est une science ou une pseudo-science? Est-ce que c'est réfutable? Enfin, il y avait toute cette réflexion sur la scientificité de la psychanalyse. Et ce qui pour moi était le plus fondamental, peut-être parce que je suis flamand, c'est le rapport coût-bénéfice. Pour moi, c'était important que les choses marchent. Et au département, les psychiatres de l'université de Nimègue envoyaient systématiquement les personnes qui souffraient de phobie chez cet assistant, Hadburger, qui revenait d'Angleterre et des États-Unis et qui traitait les phobies. Donc j'ai vu là, pour la première fois, ce que je n'avais jamais entendu parler à Louvain, de ce que c'était la désensibilisation systématique et le traitement comportemental des phobies. Alors il y a un quatrième point qui rejoint ce que dit Michael, c'est que j'ai été de plus en plus agacé par l'incompréhension de textes lacaniens. Dans la formation que nous avions, on voyait 4 textes de Lacan qui étaient relativement lisibles, mais on ne parlait pas des derniers textes, et quand, avec un texte, j'allais chez mon patron en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Il disait « ah, Van Drillard, laissez circuler le signifiant ». Moi, je trouvais que c'était insuffisant à l'époque. Donc en 68, on commençait, si vous voulez, mes doutes, mais ma didactique n'était pas terminée, donc je ne l'ai terminée que Vous avez fait combien d'années de psychanalyse? Alors j'ai fait 4 ans de didactique, ce qui pour la Belgique était bien. C'est très court. En français, c'est très court. Nous avions 3 séances par semaine. À un moment donné, mon analyste m'a dit, écoutez, il faudrait quand même une fois faire 4 ou 5 séances par semaine, parce que c'est comme ça que Freud travaillait. Donc j'ai fait ça aussi. Un beau jour, il m'a dit aussi, vous savez, voilà, je suis désolé, mais c'est le nouvel an, les honoraires augmentent et tout ça. Donc j'étais un peu gêné, quoique cet analyste était globalement un homme honnête. Je ne le soupçonne pas d'être vraiment un escroc. Ce qui a été alors un deuxième coup, c'est que dans les années 70, j'ai présenté ma thèse de doctorat sur Freud, sur l'agressivité, et notamment le concept de pulsion d'agression me semblait un concept à rejeter. Et mon patron, lorsque j'ai évoqué cette possibilité, m'a dit « Van Drillard, vous allez lire Freud jusqu'à comprendre ». Donc j'ai compris, pour être un peu vulgaire, qu'il fallait fermer sa gueule, faire sa thèse, devenir docteur en psychologie. Et je me suis dit, le jour où j'aurai le titre, je dirai ce que je voudrais. Donc il y a eu de plus en plus une espèce de ressentiment à l'égard de l'argument d'autorité. Je suis un peu un enfant de 68 aussi, donc j'avais une vingtaine d'années en 68, ça m'a profondément marqué. Et alors, j'ai eu la demande d'un éditeur d'écrire un livre, j'ai pensé « Science et illusion en psychanalyse ». Et j'ai voulu faire le tri entre ce qui était scientifique et non scientifique. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, en préparant ce livre, en 1975 à peu près, le livre d'Ellenberger.
Et là, j'ai fait la même expérience, manifestement, que Michael, c'est-à-dire de découvrir que beaucoup de choses que l'on attribuait à Freud, en fait, n'étaient pas de lui. Et puis, je découvrais quand même aussi que Freud avait menti honteusement sur le cas d'Anna O. Et donc, c'est ça qui a fait que progressivement, les choses se sont délitées et qu'un beau jour, faisant de plus en plus de critiques dans mon cercle de psychanalystes, quelqu'un m'a dit « Écoute Jacques, on se demande ce que toi tu fais encore ici, est-ce qu'il n'est pas temps de donner ta démission ?» Je lui dis « Mais oui, je la donne demain. » Et donc c'est en 1979, le 20 novembre, que j'ai envoyé ma lettre en disant « Voilà, je ne fais plus partie de l'école belge de psychanalyse. » Stuart Schneiderman, vous êtes aujourd'hui coach à New York et blogueur. Vous animez un blog qui s'intitule Had Enough Therapy. Mais bien avant cela, vous avez été analysé par Lacan. Vous avez exercé la psychanalyse un petit peu à Paris et surtout à New York. Pendant combien de temps? Je travaillais dans les hôpitaux à Paris, mais je n'ai vraiment pas exercé la psychanalyse à Paris. Vous avez été formé à la psychanalyse à Paris. J'étais formé à la psychanalyse, je travaillais avec des malades en clinique et en hôpital, mais c'était vraiment pas la psychanalyse. On n'était pas permis de faire la psychanalyse pour les patients psychotiques en clinique. C'est-à-dire les lacaniens ne voulaient pas, ne refusaient complètement de psychanalyser les psychotiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est très amusant, c'est qu'à l'époque où Jacques Van Drillard a écrit Les illusions de la psychanalyse, vous êtes cité par Jacques comme un des psychanalystes. Vous n'étiez pas déconverti, et notamment vous défendiez les séances à durée variable. Courte et aussi la manière dont Lacan pratiquait de manière hyperactive. Ça aussi, j'avais repris des articles. En 2011, vous avez suivi l'affaire de la censure de mon film Le Mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, et vous avez pris parti pour moi et surtout pour les mères des enfants autistes contre vos anciens collègues dans un article émouvant qui est paru sur votre blog An Army of Mothers. À New York, vous m'aviez dit que vous n'en reveniez pas que vos anciens collègues soient encore là en 2012, 20 ans après que vous-même ayez quitté le mouvement. En 2014, vous avez écrit The Last Psychoanalyst, un véritable réquisitoire contre la fabulation lacanienne. J'aimerais que vous me racontiez dans quelles circonstances vous avez été amené à entrer en psychanalyse. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Vous avez été analysé par Lacan, sachant que lui, vous êtes américain, et lui, il a développé en fait sa culture psychanalytique en réaction à ce que représentait la psychanalyse américaine. L'ego psychologique est incarné par son analyse, Rudolf Lowenstein. Donc c'était une double rupture. C'était pas simplement la psychanalyse américaine, mais la culture américaine, la culture anglaise, dont il dit que la psychologie du moi, c'est la théologie de libre entreprise. Donc il attaque la culture protestante. D'après Max Weber, le libre entreprise vient de l'éthique protestante, c'est-à-dire une éthique de travail. Lacan vendait une éthique de désir. C'est pas la même chose et c'est pas le même être. Qui est un être de désir, c'est pas la même chose qu'un être social qui suit des règles éthiques. Ce qui m'a attiré chez Lacan, c'est qu'il était très intelligent et il était très bien à lire des textes. Moi, j'étais critique littéraire. Donc, les études sur la littérature, sur la philosophie, etc., Lacan, c'était son fort, je peux dire. Le reste, c'est un peu de blablabla et de fondateur du culte, etc. C'est-à-dire, c'est un langage privé qu'il a inventé pour les gens qui pouvaient apprendre à parler Lacan. Ça leur a fait aucun bien de faire la psychanalyse, mais au moins ils ont appris à parler Lacan ou lacanien. Une fois que j'étais à New York, évidemment, j'avais pas le soutien culturel qu'il y a en France où être en psychanalyse chez un lacanien, c'est une affirmation de la valeur de la culture française. Est-ce que c'est la vraie culture française? Pas tellement, mais c'est une sorte d'aristocratie décadente que vend Lacan en tant qu'étant purement français, c'est-à-dire une culture française qui n'a pas à être contaminée par les Anglais, les Américains et tout le reste. Dans ton film Le Mur, il y a M. Stevens qui dit que le comportementalisme est en train de nous envahir. C'est pas la première fois que la France a été envahie par les forces anglo-saxons, et si les gens avaient le moindre sens de l'histoire, ils auraient su que c'est peut-être pas le pire des choses chaque fois. Ça dépend un peu du contexte. Donc à New York,
la valeur de la psychothérapie, c'est est-ce que ça marche? Comme disait Jacques, c'est un pays pragmatique, c'est une culture empirique, il faut que ça fasse quelque chose. Donc, j'avais 3 genres de clients. J'avais les gens qui voulaient devenir lacaniens, c'est-à-dire apprendre à parler lacanien, donner leur vie à la théorie, ce qui était la psychanalyse chez Lacan. Il ne s'agissait pas de se comprendre ni d'être conscient de rien de tout ça. C'était une question de donner sa vie à la théorie. C'est une question de foi. Chaque fois que ça marche pas, ils pensent que c'est une épreuve de leur foi. Donc, ils continuent plus fort, c'est-à-dire ils foncent encore plus fort. Deuxièmement, des gens plutôt argentins qui voulaient réaliser leur désir inconscient, qui est de devenir français. Troisièmement, il y a des gens qui voulaient aller mieux. Y compris, c'est-à-dire au début, dans les années 80, au début des années 90, des internes en psychiatrie qui venaient en disant la psychanalyse est morte, on n'a plus rien à faire avec ça, et vous allez m'aider avec mes problèmes avec ma femme, avec ça et ça et ça. Donc, les gens qui voulaient aller mieux, le plus profondément ils voulaient aller mieux, le moins on faisait la psychanalyse. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus en me disant mais vous allez me dire quoi faire avec ça, comment gérer la situation. Si vous ne le faites pas, j'ai une astrologue, elle va me le dire, littéralement. Quelqu'un m'a dit ça. Et dans ce cas-là, j'ai dit à la personne, bon, mais je vais vous dire quoi faire si vous me promettez que vous allez faire ce que je vous dis de faire. Donc, on a fait un deal. C'était un contrat, et je lui ai dit, vous allez faire ça et ça et ça. C'est là que vous avez cessé d'être psychanalyste pour devenir psychothérapeute, en fait. En quelque sorte, chaque fois que je me trouvais diriger le patient et pas la cure, d'abord je me culpabilisais un peu, mais j'ai vu que les gens qui étaient sous ce régime-là, ils allaient mieux. Les autres gens, ils devenaient lacaniens, mais ils allaient pas forcément mieux. Et ça change des choses. À part ça, il y a l'aspect institutionnel. L'arrivée des lacaniens aux États-Unis, c'était quand même embarrassant. Vous avez des gens comme Miller qui idéalisaient Lacan à un niveau qui ressemblait à la scientologie, et ça n'a pas impressionné les gens. Bon, il y a le professeur Chomsky, qui n'est pas un homme d'extrême droite, qui a dit un jour que Lacan c'était un charlatan. Bon. Le professeur Chomsky, il s'y connaît en linguistique. On peut dire ça. Lacan parlait tout le temps de linguistique. Chomsky pensait que Lacan c'était un charlatan. Cela veut dire que tout ce que disait Lacan sur la linguistique, c'était nul. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais d'abord je voudrais qu'on aborde le cas de Jean-Pierre Ledru. Donc vous êtes psychiatre en libéral, mais avant cela vous avez exercé la psychanalyse pendant 20 ans. J'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous avez rencontré la psychanalyse et les circonstances de votre déconversion. Je me suis effectivement converti à la psychanalyse. Vous-même vous destinez à la prêtrise au départ? Pas vraiment, mais j'étais catholique pratiquant. Non, le célibat m'a toujours embêté quand même. Et donc, je me suis converti à la psychanalyse peu après m'être déconverti de la religion catholique. Pendant les événements de mai 68, j'ai participé à des commissions sur lesquelles on réfléchissait à des tas de trucs. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les commissions sciences humaines. Et dans ces réunions, j'ai rencontré des psychiatres formés à la psychanalyse, pas forcément psychanalystes, mais en tout cas ayant fait eux-mêmes une psychanalyse. J'ai retenu ça 2 choses. 1, le psychanalyste ne vous juge pas. C'était l'essentiel pour moi. Passer ma vie jusque-là et de juger, c'était vraiment une ouverture, quelque chose de complètement nouveau. Et puis 2, c'est de la science quand même. On me l'a dit, je l'ai cru. Hein. Voilà. Alors, à partir de là, j'étais étudiant en médecine à ce moment-là. Je me suis orienté vers la psychiatrie en me disant, de toute façon, voilà, il y a des points communs entre la psychiatrie et la psychanalyse, mais ce qui m'intéresse, c'est la psychanalyse. J'espère devenir psychanalyste. Si j'y arrive pas, je serai que psychiatre, je pourrais le dire comme ça. Et donc, j'ai suivi un parcours long et difficile. Et qu'est-ce qui vous a donné le virus du doute? Est-ce que c'était un processus progressif ou est-ce qu'il y a eu un jour où tout a basculé? C'est presque un jour. Arrivé à un moment où j'estimais vraiment avoir fini mon parcours psychanalytique en tant que psychanalysant, au bout de plus de 20 ans de divan.
je me suis dit, bon, maintenant ça va, j'ai assez avancé dans mon rapport à la psychanalyse, je suis psychanalyste, ok, je sais qu'il y a des tas de gens qui font des thérapies pour aider les gens à aller mieux, moi j'estimais aussi que pour moi la psychanalyse c'était pour aider des gens à aller mieux, j'étais peut-être aussi naïf sur ce point, ça me rendait pas bien d'ailleurs de me rendre compte que j'avais pas tant que ça de bons résultats. Alors j'étais donc arrivé à ce point où je me suis dit maintenant je peux aller regarder moi-même ce que font les autres, puisque jusque-là je croyais tout ce qu'on me disait. J'étais pas allé voir. Donc je me suis dit, je vais aller voir. Putain, la surprise. Je me suis dit, mais ces gens-là sont très intéressants. Et ce que racontent les psychanalystes sur eux est complètement faux. Et les psychanalystes parlent de la haine des thérapeutes, notamment TCC, envers les psychanalystes. Mais quand on lit l'Anti-Livre Noir, par exemple, édité par Jacques-Alain Miller et consorts, on voit que la haine est du côté des psychanalystes. Et puis alors je commençais à m'informer un certain nombre de choses, j'ai fait des lectures de choses qui n'étaient pas très conseillées, déconseillées même dans les milieux psychanalytiques, sur l'hypnose, sur les neurosciences. Je suis beaucoup intéressé aux animaux pour un petit peu réfléchir à ce qu'on peut avoir nous d'animal dans notre fonctionnement, par rapport à Lacan qui nous dit, de toute façon, le corps, le cerveau, on s'en fout, la psychanalyse, c'est le langage, c'est la logique, c'est etc. Le reste, on s'en fout. Je me suis aperçu qu'on n'a pas intérêt à s'en foutre. Est-ce que vous pourriez nous raconter les circonstances de la passe? Est-ce que c'est qu'une passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment crucial du parcours d'un lacanien, d'un pur lacanien? Ouais. Vous faites un examen de passage. Alors, c'est une espèce d'examen de passage dans lequel on parle de son analyse et où on en est arrivé avec son analyse. Puisqu'on était nommé analyste de l'école quand on réussissait sa passe. Et en ma deuxième passe, donc là j'estimais avoir terminé mon analyse, être devenu analyste, et j'ai raconté à mes deux passeurs, ben voilà, je crois plus à la psychanalyse. Après, je leur ai expliqué, j'y crois plus au sens, je suis plus un croyant de la psychanalyse, je suis dans la position de Freud quand il disait qu'un seul élément vienne contredire ma théorie, je balaye tout et je recommence. Il était fort pour que rien ne vienne contredire sa théorie, c'est une autre chose. Si seulement il avait fait ce qu'il avait dit. Moi, j'étais dans cette position, mais j'étais pour de vrai. Comme j'ai commencé à m'ouvrir, j'ai commencé à faire des lectures, j'ai lu Mensonges freudiens de Benesto, où on parle déjà beaucoup de la fausseté des cas de Freud. Tous les cas de Freud publiés sont des cas trafiqués. Ça a été un dur moment pour moi, là. Une bonne nuit d'insomnie après avoir lu ce bouquin. Donc au moment d'être adoubé en fait de manière ultime par vos pairs, vous exprimez un doute et puis c'est la fin quoi. Alors du coup donc j'ai pas été nommé parce que j'ai dit ce que j'ai dit, je crois plus à la psychanalyse, ça a été pris au pied de la lettre par les deux et par le jury. Et quand quelque temps plus tard, je me suis aperçu qu'effectivement j'y croyais plus au sens de ça ne répond plus pour moi à une pratique qui vaut le coup. C'est plus la question d'être ou pas en position de croyance. Et ayant maintenant réfléchi, observé, fait le bilan de ma pratique dans la psychanalyse, je veux plus de ça. La passe, c'est comme l'inquisition. C'est-à-dire que est-ce que les convertis sont vraiment convertis? C'est toute la question, le vrai contexte de tout ça. On comprend rien de la psychanalyse si on comprend pas le contexte religieux. C'est de vérifier que la pureté de l'enseignement de Lacan et de Freud chez les personnes qui sont amenées à devenir psychanalystes et à apporter ces paroles. Oui, mais c'est des gens paroles. qui sont des croyants. Ouais. C'est pas des gens qui ont compris quelque chose. C'est pas les gens qui savent faire quelque chose. Et ça n'a rien à faire avec les gens qui veulent aider des gens. Vous assistiez au séminaire de Lacan. Est-ce que vous compreniez ce que disait Lacan? Ouais, non. Pas tant que ça. Non. Mais on comprenait des choses, mais on participait dans un événement, c'était comme aller à l'église ou au synagogue. C'est comme la messe, c'est le prêtre, il apporte des choses aux gens. Il s'agissait de ça, il s'agissait de participation. On comprenait pas, mais personne comprenait grand-chose. On comprenait certaines choses. Certaines choses ici et là. Oui, mais Lacan, ce qu'il a vendu, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, les gens de l'école, ils comprennent très très peu, ils se détestent tous, il faut dire, mais ils se joignent par leur amour pour Lacan. C'est-à-dire, c'est un amour sans limite pour cette personne, mais c'est la seule chose qui les joigne. Il y a l'idée qu'on comprendra un jour. Dans l'après-vie. Mais il faut 10 ans pour comprendre ce qu'a dit Lacan, j'ai entendu ça. Et vous étiez dans une démarche intellectuelle permanente qui, à force de s'accrocher à essayer de trouver du sens presque kabbalistique dans les écrits, dans la parole mystique de Lacan,
Est-ce que ça vous a pas empêché justement, enfin quand je dis vous, c'est toute une génération en fait, hein, de prendre du recul sur le sens profond de la démarche? Au moment qu'on arrive à New York et on commence à parler avec les Américains, on commence à lire Wittgenstein, on commence à lire Kripke, on commence à lire ces gens-là. Bon, on ouvre Wittgenstein et il dit on n'a pas besoin de la logique pour comprendre le langage. Tout Lacan, c'était basé sur l'idée qu'on allait utiliser la logique formelle pour comprendre le langage. Wittgenstein dit, mais non. Kripke, il a des théories de référence assez importantes, des noms propres, blablabla. Avec Lacan, il n'y a pas de référence. Donc tout est dans l'air. À ce moment-là, ça commence à s'écrouler, le système, parce que c'est un système fermé. On entre en étant croyant. Ça n'a rien à faire avec rien dans la réalité. Notamment, il y a une anecdote qui est assez importante dans mon existence, et c'est le fait qu'un ami, donc psychanalyste, me raconte un jour qu'il y a eu un petit groupe de l'école belge de psychanalyse qui a passé 2 soirées sur 2 phrases de Lacan. 2 phrases par lesquelles Lacan termine son interview à l'ORTF, qui a été publiée sous le titre Télévision. Et Lacan termine en disant « L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entrepret, de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. » Et donc les collègues, ils avaient passé 2 soirées à décoder ces paroles pour le moins sibyllines. Il y avait un problème avec la première phrase, l'interprétation doit être preste, parce que Freud avait dit qu'il fallait surtout ne pas s'empresser d'interpréter. L'entrepret est un mot qui ne se trouvait pas dans le dictionnaire, ni Robert ni Littré, mais surtout l'autre phrase était problématique, de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Et il y avait dans le groupe, heureusement, il y avait quelqu'un qui faisait ses contrôles chez Lacan à Paris et qui a été chargé de demander au maître ce que signifiait cette phrase sous laquelle on avait passé 2 soirées entières à discuter sur le père, de ce qui perdure, de la pire chose qu'est le père, etc. Et il est revenu en disant, j'ai demandé à Lacan ce que signifiait cette phrase, et il a dit, j'ai dit ça pour les assonances. Et à ce moment-là, je me suis dit, donc Lacan, il peut dire n'importe quoi, et donc ça prend du sens, pour autant qu'on n'y passe suffisamment de temps, et qu'on croit que ça a un sens. Et donc ça a été un choc dans ma vie. Donc ça s'est passé en 1975. Et à partir de ce moment-là, moi je suis resté freudien à ce moment-là encore, quelques années, mais pour moi Lacan c'était du charlatanisme. Freud au départ avait la conviction de soigner tes patients. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et il a conservé sa théorie contre ses patients et qu'on crée une fiction. Je dirais quand même, au crédit de Freud, je dirais que toutes ces théories et tous ces changements théoriques sont dus en fin de compte au fait qu'il rencontre des difficultés dans la pratique et il essaie de les résoudre. Mais comme il est extraordinairement inventif, il produit 36 théories. C'est pas le même processus qu'un scientifique qui essaie de monter un montage expérimental pour vraiment prouver quelque chose. Non, mais il a quand même dit que ça soignait les gens, que ces gens étaient guéris, que ça soignait les gens. Non, mais il voulait aussi produire des théories pour expliquer pourquoi ça marchait pas. Voilà, exactement. C'est ça. L'instinct du mort, ça explique pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça la raison pour cette stratégie théorisation. auto-immunisante, oui. C'est très pratique parce qu'effectivement, alors on peut dire aux gens, mais oui, si vous guérissez pas, c'est parce que il y a l'instinct de mort, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Parce que vous aimez la mort, vous aimez vos symptômes, et pour Lacan, vous en jouissez. C'est ça, voilà. Ça explique tout. Mais je pense que en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai eue quand j'ai commencé à pratiquer, c'est qu'il y a quand même des personnes qui vont mieux et on peut attribuer alors cela à ce qu'on appelle les facteurs thérapeutiques non spécifiques, c'est-à-dire que les gens sont écoutés, déculpabilisés, il y a une espèce de brainstorming qui fait qu'ils ont des idées de faire autre chose, etc. Et donc, pour des cas simples, lorsque il n'y a pas des gros problèmes, comme par exemple un trouble obsessionnel compulsif ou une agoraphobie grave ou une dépendance, l'alcoolisme et tout ça, je pense que quand il s'agit de petits problèmes psychologiques, à la limite tout marche.
Le problème, c'est qu'il nous faut, en tant que psychothérapeute, si nous voulons travailler honnêtement, nous devons essayer de trouver quels sont vraiment les facteurs curatifs qui sont spécifiques. Par exemple, nous savons que pour traiter des phobies, il faut passer par l'exposition tout à fait progressive aux stimuli phobogènes. Et que si on se contente de parler en termes symboliques, de dire vous avez peur des araignées, Freud dit en 1933 que la peur des araignées c'est la peur du sexe féminin, vous avez peur des serpents, ben, c'est parce que vous avez peur du pénis, Freud l'a dit, il écrit la peur importante de tout serpent, c'est toujours, dit-il, la peur du pénis. Mais vous avez beau discuter avec ça, ça ne marche pas, il faut faire autrement. Il y a aussi quelque chose sur ce que Michael a dit. Si les cures, entre guillemets, de Freud étaient des fictions, et Lacan, il parlait jamais de passion. Donc, il proposait même pas qu'il avait soigné quoi que ce soit. L'idée dans les écoles, c'était qu'on soigne pas encore. C'est-à-dire, un de ces beaux jours, ça va se passer, et la raison que ça va se passer, c'est parce qu'on a produit des fictions. Et les fictions sont cohérentes, complètes, et ils ont du sens en tant que fiction. La réalité devait se transformer en fiction. Une fois qu'on arrive à faire transformer la réalité en fiction, les gens seront guéris. Mais avant ça, bon, on attend. Le fait qu'ils n'ont pas de résultat, ça ne les dérange pas. Ça marche sur la promesse et l'espoir. C'est un processus en soi. Non, éventuellement, encore, dans l'avenir, ça va se passer. Mais pas maintenant. On n'est pas suffisamment purifié. Mais si la psychanalyse ne vise pas à guérir les gens, c'est quoi l'objectif? Son motif, c'est de les faire croire. C'est de les tourner en croyant qu'ils s'étaient vrais convertis et qu'ils font partie du culte. C'est une organisation comme un culte. C'est ce que tout le monde a vu aux États-Unis. C'est-à-dire, quand Miller et compagnie sont venus aux États-Unis, tout le monde a su. C'était la scientologie, c'était le culte, c'était Tom Cruise. On connaissait Tom Cruise, on avait besoin d'un autre qui venait de la France. Il s'agit de ça. Et il s'agit de faire ce que Miller voulait. Parce que moi, j'ai fait des choses qu'il voulait pas et on s'est rompu à cause de ça. Freud a développé une religion quelque part. Il a voulu sauvegarder sa théorie contre ses patients en développant une mythologie. Et Lacan s'est vécu comme un prophète. Non, c'était comme le Christ. Oui, le Christ. C'est-à-dire que Miller est allé à Massachusetts en 84 ou 5, je ne sais pas quand, et il a dit qu'il se prenait pour le Saint-Paul. Si c'est lui de Saint-Paul, Lacan c'est Jésus-Christ, Freud c'est le Père Dieu. C'est très très clair, c'est ça ce qu'il voulait faire. Il voulait créer une nouvelle religion, et c'était difficile de faire parce que tout le monde se détestait. J'aimerais qu'on parle un petit peu du rapport spécifique des psychanalystes à l'argent. D'abord, j'aimerais qu'on explique pourquoi il faut que ça coûte. Pourquoi une analyse, il faut que ça coûte. Pourquoi il y aurait une espèce de collage symbolique entre le travail analytique et l'argent qu'il faut payer. Parce qu'on est coupable. Attendez. Ça, c'est déjà un piège de demander pourquoi est-ce qu'il faut payer. Parce que là, on entre dans des considérations théoriques, alors il faut dénoncer le raisonnement, etc. Non, c'est très simple. Freud était un pauvre médecin de Vienne qui a gravi les échelons de la médecine à Vienne et qui, on le voit dans sa correspondance qui maintenant est disponible en allemand avec sa fiancée, avec sa belle-sœur, etc., est obsédé par les questions d'argent. Et il va à Paris et là il découvre Charcot qui est une sorte de grand gourou avant Lacan, avant Freud, qui lui aussi a bâti une fortune avec ses patients. Il a en traitement la reine d'Angleterre, l'empereur du Brésil, le grand-duc Nicolas de Russie, etc. Et il va là, il se rend compte à quel point on peut faire de l'argent avec les névrosés. Les névrosés sont la plaie des médecins, tout le monde le sait, mais on peut faire beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup d'argent. C'est ça, la base de tout. Moi, je vais théoriser ça. Malgré tout, je vais théoriser ça. Ils demandent de l'argent pour culpabiliser les gens. C'est-à-dire, ils les font croire qu'ils doivent payer quelque chose. Mais tout le processus, c'est de découvrir pourquoi ils doivent payer quelque chose. Ouais. C'est une initiation dans une culture de culpabilité et de se dépasser de la honte.
Oui, moi j'aimerais donner un exemple du rapport de Freud à l'argent, comment ça fonctionnait très concrètement dans ses analyses. Au tournant du siècle, il a une analysante qui s'appelle Madame von Ferstel, qui est très riche, héritière d'une banque, et elle est constipée. C'est un de ses symptômes. Et Freud a, à ce moment-là, une théorie sur l'équivalence entre les excréments et l'or. Et il lui dit, chère madame, il faut que vous appreniez à lâcher. Par exemple, à lâcher de l'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit et elle lui donne une villa qu'il s'empresse de vendre. Est-ce que ça a guéri sa constipation? Je ne pense pas. Elle a toujours eu les mêmes symptômes. Mais voilà, ça, c'est un exemple quand même très frappant moi je dirais, d'abus de faiblesse. Absolument. Undue influence. Le docteur Frank, Oui, tout à fait. psychiatre new-yorkais, qui avait tombé amoureux d'une patiente, et il est allé voir Freud, qui lui a dit, faut divorcer votre femme, il faut que votre amante divorce son mari, vous allez vous marier les deux et me donner plein d'argent. C'est vrai qu'il y a aussi le côté business, c'est-à-dire que la thérapie, c'est quand même la carotte qui attire les clients. Dans le cas de Freud, la carotte attirait des clients très, très juteux. Des riches patients américains? Oui, pas seulement américains, ça a commencé avec des Viennois, etc. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, on n'a jamais vraiment réalisé à quel point les analyses de Freud coûtaient cher. Et à quel point seuls des millionnaires pouvaient se payer les analyses de Freud. À partir de 1905, il est célèbre et il pratique des prix inabordables. Ça, c'est un peu comme Lacan, qui lui aussi a pratiqué des prix on va sidérants. discuter du rapport des psychanalystes à l'argent. Non, pas forcément, mais... Les prix à tous les niveaux. Oui, sliding scale. Sliding scale. Ouais. Il faut ajouter alors que Freud a institutionnalisé la pratique de la didactique, hein. Donc à partir des années 10, 15 ou quelque chose comme ça, il ne fait plus d'analyse thérapeutique, hein. C'est fini avec le mot loup à peu près, et il écrit lui-même à Pfister qui veut lui envoyer des patients. Comme dit Miquel, il faut lire essentiellement la correspondance pour avoir une vue réaliste de ce personnage. Il répond à Pfister qui veut lui envoyer des patients, il dit « je ne travaille plus qu'en faisant des didactiques, je n'ai plus que des didactiques américaines et je travaille pour le dollar ». Il écrit noir sur blanc. Que les gens comprennent ce que signifie une didactique, c'est en fait avoir pour patient en analyse des gens qui veulent devenir psychanalystes. Oui, et il ne fait plus que ça pratiquement. Enfin, il a encore l'un ou l'autre, Lieberman ou quoi, enfin, mais globalement, c'est ça qu'il fait. Et donc... Blanton, Gardiner, enfin tout ceux-là qui viennent faire des didactiques, qui viennent des États-Unis et qui payent très cher et qui sont très soumis. Karl Abraham écrit dans son journal de sa psychanalyse « J'avais peur de Freud parce que c'est lui qui allait donner les clés de la profession de psychanalyste. » Il écrit noir sur blanc, il y avait une série de choses que j'avais envie de dire mais que je n'osais pas dire dans mon analyse. Alors là, ça c'était Freud, c'était son époque, il y a eu Lacan et Lacan a innové avec le concept de séance à durée variable. Parce que normalement chez les Freudiens, une séance de psychanalyse, ça dure 1 heure, 3 quarts d'heure, je crois que c'est plutôt autour d'une demi-heure aujourd'hui. Hein. Donc comme quoi les Freudiens se lacanisent peut-être un peu. Mais alors Lacan a innové avec le concept de séance à durée variable. C'est le concept qui dit qu'il ne doit pas suivre les règles des autres. Donc dans le concept de séance à durée variable, la séance elle coûte toujours aussi cher qu'avant. Simplement, le principe c'est qu'elle est interrompue au bon vouloir de l'analyste. C'est l'analyste qui dit stop, c'est terminé. Interrompu, c'était de 2 minutes ou 1 minute ou quelque chose comme ça. C'est l'interruption, mais c'est la quantité de gens que Lacan a pu voir. Que, évidemment, le fisc a découvert un beau jour qu'il y avait des gens qui allaient là, l'un après l'autre. C'était un business. C'était un business très profitable. Oui, les psychanalystes lacaniens aujourd'hui poursuivent ce business. Oui, alors il faut ajouter tout de même, parce que beaucoup de personnes ignorent, y compris dans l'école lacanienne, moi-même je l'ai appris qu'assez tard, étant déjà dans cette école, que ces séances à durée variable, qui sont invariablement courtes, très très courtes, et à la limite, comme disait François Perrier, on venait simplement se faire poinçonner ou
Hein, et voilà, on pouvait dire je suis analyste chez Lacan, mais on n'enlevait même pas son manteau. Alors, c'est cette pratique-là qui a fait que l'Association internationale a décrété que les analyses didactiques faites chez Lacan n'avaient guère de valeur. Hein, et que ceux qui avaient fait une analyse didactique chez Lacan, éventuellement, s'ils voulaient être reconnus par l'Association internationale, devaient refaire un morceau de psychanalyse. Et ça s'est passé, donc, si ma mémoire est bonne, en 63, et donc l'année suivante, Lacan a fondé sa propre école, ou alors il a pu faire exactement tout ce qu'il voulait. Donc, le motif de la création de l'école freudienne de Paris, elle trouve son origine exactement dans cette pratique des séances écourtées ou minimales. Alors, dans la même logique, une séance de psychanalyse, c'est obligatoirement se payer en espèces. Oui, absolument. C'est intéressant. C'est pas que vous offrez l'argent, ils prenaient ça. Quelqu'un aille chez Lacan, et Lacan dit « Combien vous avez dans la poche ?» Bon, vous me le donnez. Ouais. C'est comme ça que ça se passait. C'est pas tout à fait un échange. J'ai une anecdote à ce sujet. Elle est assez fameuse dans l'école freudienne et sans doute que Stuart la connaît. C'est une anecdote qui est arrivée à un de mes amis qui était en analyse chez Lacan. Il était l'héritier d'une famille très aisée. Quand il commence son analyse chez Lacan, il n'a pas encore l'argent de l'héritage. Et donc, au bout d'un moment, Lacan veut augmenter le rythme des séances courtes. Et mon ami dit non, je suis désolé, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Pas de problème, on va faire une ardoise, c'est-à-dire que vous allez venir chez moi 5-6 fois par jour. C'était toujours le mardi. Par jour. Exactement, par jour. C'était le mardi pour mon ami. Et puis quand vous aurez votre héritage, eh bien vous viendrez me le donner. Effectivement, au bout de quelques années, les deux parents décèdent. Mon ami se pointe chez Lacan avec une énorme valise remplie de billets de banque, tout l'héritage, le met sur le bureau de Lacan, qui ouvre la valise et commence à compter. Mm-hmm. Il faisait ça tout le temps. Voilà. Tout le temps. Mais là, il en a compté des millions. Voilà, c'était ça le rapport à l'argent, c'était n'importe quoi. C'est une véritable assuétude. Il avait une véritable assuétude à l'argent, comme d'autres ont une assuétude à l'alcool. Oui, alors Lacan, il a impulsé chez les lacaniens une pratique de la psychanalyse où on devait absolument éviter le transfert, donc des psychanalystes qui ne parlent très très peu, voire pas du tout, qui sont censés être still face. Et c'est une séduction. Voilà. C'est une façon de séduire les gens. De les séduire ou de les frustrer? Et du coup, de les tenir. Les deux en principal, parce que l'idée du sujet supposé savoir, cela veut dire que le patient imagine que l'analyste sait quelque chose et que l'analyste peut dire ce qu'il sait. Et le processus analytique, selon Lacan, c'est la façon dont le patient découvre son vrai désir de baiser sa maman. Mais il découvre ça en lui-même et en lisant les gestes et les activités de l'analyste, parce que Lacan, il n'était pas cloué à son siège. C'est la question que j'allais poser. Il était comment le vrai Lacan en analyse? Il faisait des choses, il marchait, il comptait l'argent, il lisait le journal, il mangeait quelque chose. Il faisait beaucoup de choses, c'est-à-dire c'était en activité, c'était en Amérique ce qu'on appelle quelqu'un qui a ADHD. Hyperactif. Activité des ordres d'activité, et les Américains pensent que Lacan faisait les séances courtes parce qu'il avait un niveau d'attention qui durait pas au-delà de 2-3 minutes, et puis nous, il devait faire autre chose. Mais il jouait le pantomime. C'est ça ce que faisait Lacan, et les gens se sont dit, cela doit vouloir dire quelque chose. C'est-à-dire, s'il prenait un papier et il faisait tomber ça par terre, les gens ont pensé, cela voulait dire, faut laisser tomber ce sujet. Faut parler d'autre chose. Donc, il y avait en sorte une communication non verbale que Lacan offre, et les pauvres analysants, moi parmi eux, ont essayé de lire ça et d'interpréter ça, mais c'était ça l'interprétation qui se faisait. C'était pas l'analyse disant, bon, vous avez envie de votre maman. Il n'y avait rien de ça. C'est comme dire dans le bar de café. Oui, voilà, c'est de l'astrologie. Mais tout le concept, c'est que la vérité est ailleurs.
un patient arrive en analyse parce qu'il y a une souffrance et qu'il se dit que là, il y a quelqu'un qui va, et un processus qui va l'aider à trouver une réponse à sa souffrance, et il se trouve dévoyé vers l'idée qu'il y a un sens caché et que ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas sa vérité, et que c'est le cadre de la cure et son analyse. Et du coup, il se trouve engagé à ruminer quelque chose et à chercher un sens mystique, kabbalistique. Mais ce que disait Jacques, c'est très pertinent parce que Lacan disait la même chose. Toutes les analyses sont des analyses didactiques. Donc, les gens ne sont pas là pour se faire soigner, ils sont là pour apprendre quelque chose. Ce qu'ils apprennent, c'est la théorie freudienne. On dit que la seule analyse, c'est l'analyse didactique. Donc, on n'est pas là en tant qu'être souffrante. On est là en tant qu'être ignorant qui veut savoir quelque chose. Même aujourd'hui, tout le monde doit s'effacer et s'écraser pour élever Lacan et maintenant Jacques-Alain Miller. C'est-à-dire, il faut pas dire quoi que ce soit d'original, d'intéressant. Il faut dire des choses qui sont de l'ordre d'explication de texte de Lacan. C'est exactement la même chose à l'époque de Freud. Je crois que oui. Exactement la même chose. Ce qui fascine, c'est que les gens se laissent embarquer là-dedans. Parce que là, on touche des concepts que je voulais développer avec vous. C'est quand même la notion de transfert, la notion de dépendance à l'analyse. Les personnes qui entrent en analyse, justement, chez quelqu'un qui va avoir une attitude de psychothérapeute. Oui, faut aussi dire qu'ils vendent des indulgences aussi. C'est-à-dire, c'était le prix des indulgences. Comment expliquer que des gens se laissent embarquer là-dedans, même ce qui m'a fasciné, c'est que même des gens qui ont conscience d'être maltraités par leur psychanalyste n'arrivent pas à s'en défaire. Alors moi, j'avais pas conscience d'être maltraité, et c'est pas la culpabilité que ça faisait marcher chez moi, la psychanalyse. C'est la quête du Graal. Au bout de l'analyse, il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'on ne pouvait obtenir d'aucune autre manière. Oui. On était l'élite là qui allait gagner. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter que l'être humain est fondamentalement un croyant. C'est grâce au fait que nous croyons facilement que l'espèce humaine survit. Si les enfants ne croyaient pas leurs parents, s'ils disaient « Ah, moi, je vais faire mon expérience », ça tournerait mal. Fondamentalement, l'être humain croit. Il croit très facilement. Regardez les religions, comme les gens croient n'importe quoi. Ils se font tuer pour ça. Ils tuent d'autres. La croyance est un phénomène absolument universel dans l'humanité. Et je pense que, au risque de paraître un peu prétentieux, il faut beaucoup de maturité, beaucoup d'années, beaucoup de travail pour commencer à être un libre penseur, pour avoir de l'esprit critique. Mais là, il y a un effet gourou aussi, parce qu'on croit en une personne. Il y a projeté des choses dans la relation à la personne de son analyste. Oui. Parce qu'on peut croire à des idées et se défaire de des idées, mais là, il s'agit d'être véritablement dans la dépendance d'une personne. Ce qui est fascinant, c'est que les gens qui sont en analyse, à un moment donné, deviennent drogués du divan, s'ils entrent dans le processus le plus, dans le cadre de la cure type, et développent une aversion pour leurs parents, pour leur famille, pour leurs proches, qui ne sont pas eux-mêmes dans un processus analytique. Il y a une espèce de formatage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un formatage des individus. Oui, mais ça relève du lavage de cerveau. Si on lit les cas de lavage de cerveau, ça commence avec ça. Vous coupez les contacts de la personne avec sa famille, ses amis, etc. Et puis vous le contrôlez. Vous pouvez le faire dire et faire croire n'importe quoi. S'il n'a que vous, il va dire ce que vous faites. L'analyse est au centre de l'existence de la personne. On le voit 2-3 fois par semaine dans l'analyse classique. À l'époque, chez Freud, c'était 6 fois par semaine. Oui. Et donc, il est au centre de votre existence. Ça devient la personne la plus importante. Les gens en analyse parlent davantage avec l'analyse qu'avec leur conjoint. Ou avec leur amant, que sais-je. Ça devient vraiment le personnage important, la référence ultime. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre avec la psychanalyse. C'est que en psychanalyse, et ça vaut aussi bien pour Freud que pour Lacan, on ne guérira ou on accédera à son désir dans la version lacanienne que si on croit, on accorde sa foi à l'analyste, non pas seulement à l'analyste, parce que l'analyste il peut être relativement indifférent, mais à la théorie de l'analyste. Et donc, il y a tout un processus d'endoctrinement qui a lieu en analyse, qui a lieu dans des religions, mais qui n'a pas lieu dans d'autres psychothérapies. Et donc, c'est ça qui fait le caractère sectaire, recruteur de la psychanalyse. C'est que pour guérir, pour aller mieux, pour accéder à son désir, il faut devenir un disciple. Est-ce que ce processus d'endoctrinement ne commence pas au moment où l'analyste, justement, refuse d'entendre la souffrance du patient, mais commence à lui insuffler l'idée que la vérité est ailleurs?
qu'à un moment donné, il souffre de d'une vérité cachée, et que finalement toute l'expression du symptôme est quelque chose de... C'est là où il y a une rupture fondamentale entre la démarche psychothérapique et la démarche psychanalytique. En psychanalyse, il n'y a pas de référence. Pas de référence à la réalité. Mon impression est que la psychanalyse, ça marche par une modification de comportement. Mais ce que cela vous apprend, c'est une mauvaise habitude qui s'appelle l'association libre. Et là, qu'on savait bien que c'était difficile à acquérir cette habitude, donc il fallait du temps. Et quand il rompait toutes les séances, il faisait qu'on disait des fragments. Mais des fragments sont incohérents. Et si quelqu'un apprend vraiment à faire l'association libre, c'est un discours qui va vous rendre malfonctionnant dans la société. Impossible de pratiquer ça et fonctionner bien dans la société. Donc, cette coupure entre la personne et le monde social est effectuée par l'association libre et les gens n'ont rien d'autre que de devenir psychanalystes. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Et une philosophie à la base qui consiste à dire qu'il faut défendre votre désir, mais en partant du principe que l'enfer, c'est l'autre, quelque part. Et que le désir, les autres, voilà, que les autres sont une contrainte. Absolument. Il y a une démarche asocialisante. Vous êtes d'accord avec ça? Cette perception, une démarche asocialisante? Oui, les autres peuvent être les Anglais, les Américains, les ennemis de... Papa, maman, voilà. Mais les ennemis de l'âme pure française. En France, il s'agit de ça, c'est-à-dire une affirmation culturelle en étant contre ces envahisseurs. Le syndrome d'Astérix. Le problème, c'est que la France est, avec l'Argentine, le pays le plus freudien ou le plus psychanalytique au monde. Et donc, les gens, spontanément, déjà croient. On sait qu'un placebo, par exemple, une pilule placebo, ça ne marche que dans les cultures où les gens croient aux médicaments. Ça ne marche pas dans les cultures où il y a des chamans. Et c'est la même chose, évidemment, en France ou dans la Belgique francophone. Les gens croient en la psychanalyse. Et donc c'est difficile d'avoir l'esprit critique lorsqu'on est dans cette culture. C'est beaucoup plus facile si on est dans un autre pays comme la Hollande, etc. Dans le New York Times aujourd'hui, il y a un article sur la psychanalyse où une dame parle d'un livre qui vient de sortir, qui est fait par le chef de département de psychiatrie à Columbia. Et ce que dit le chef de département, c'est que quand on demandait à Freud des preuves ou des démonstrations scientifiques de la validité de sa pratique, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dénoncé les gens qui questionnaient. Voilà, et en ça, il a créé une pseudo-religion, ce que moi j'appelle une pseudo-religion. C'était évident. Ils n'avaient pas les résultats, ils ne pouvaient pas montrer en quoi ça marchait. Si quelqu'un avait une phobie, et je sais que j'étais attaqué pour dire ça à Québec il y a des années et des années. Psychanalyser la phobie, ça fait rien du tout. Ce que ça fait, ça entrenches, je sais pas le mot. Ça enracine. Ça enracine la phobie parce que ça le laisse continuer et ça donne l'impression que c'est presque tout puissant. Et le plus qu'on attend attaquer la phobie ou attaquer les situations qui produisent la phobie par la thérapie comportementale, le plus fort ça devient. Oui, il faut ajouter évidemment que même pour le comportementaliste, il y a des mécanismes que le patient ne comprend pas. Par exemple, il ne comprend pas qu'en faisant de l'évitement, il renforce. Et donc, il y a des mécanismes, on peut dire, il y a des mécanismes qui sont inconscients, pas connus. Et donc, il y a un savoir, évidemment, à expliquer. Mais ce que fait alors la psychanalyse, c'est jouer là-dessus d'une façon, on pourrait dire, perverse, en disant, vous savez, le sens ultime est toujours caché. Tant que vous ne le trouvez pas, vous n'aurez pas le Graal. Et il est irrémédiablement caché, quelque part. C'est un processus permanent. Très profondément caché. C'est un processus permanent parce qu'il n'y a pas de référence. C'est-à-dire l'association libre, encore une mauvaise habitude qu'on force les gens à faire. C'est pas un choix de faire ça. L'association libre apprend aux gens que les mots n'ont rien à faire avec rien. Dans la réalité, les mots, ça se réfère au fantasme, au sentiment, des choses comme ça. Est-ce que ça n'a pas un effet déstructurant, justement, et pathogène, ça? J'aimerais donner un exemple clinique. J'ai reçu un jour le fils d'une psychanalyste qui avait un gros problème parce qu'il avait des fantasmes incestueux à l'égard de sa mère. Donc dès qu'il voyait sa mère, il avait une série d'images tout à fait
choquantes qui le choquaient. Et il est venu, il avait déjà fait pas mal de psychothérapie pour essayer de chasser cette image et pour essayer pourquoi il l'avait. Alors, pourquoi chercher la cause d'une image incestueuse? Ou est-ce qu'on va aller chercher plus profond? Et donc, moi, je lui ai expliqué que nous avions tous, moi compris, et je lui ai donné des exemples du fait que nous avons tous des idées intrusives, des idées parasites, des idées obscènes qui nous passent par la tête, et que le problème pour lui, c'était, lorsque ces idées venaient, de ne pas essayer de les repousser, ni d'ailleurs d'essayer de chercher le sens, parce qu'il pensait qu'en creusant la signification, il allait en être débarrassé. Alors moi, je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas essayer de s'en débarrasser, que plus il voulait creuser ou repousser, ça se transformait en obsession. Puis les renforcer. Et donc, il fallait laisser passer cette idée en disant oh, « zut, elle est de nouveau là, et j'essaye de m'occuper quand même d'autre chose. Et donc, en quelques séances, l'affaire était réglée, et la maman psychanalyste m'a téléphoné en disant « bien merci de votre aide. Mon fils n'est plus bon, je ne sais édipien. pas si elle s'est convertie à mon approche. » C'est d'ailleurs pas toujours aussi facile, bien sûr, mais ça montre bien comment la recherche de la signification ultime ne résout pas les problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des processus. Par exemple, ce garçon ignorait qu'à force de repousser les idées, on les transforme en obsession. Ça, il ignorait. Ça, c'était un processus inconscient, si vous voulez. C'est un processus inconscient, mais qui pouvait être très bien rendu conscient, et tu l'as rendu conscient simplement en lui expliquant. En lui expliquant. Mais voilà, plus. Tu as donné un conseil technique, comme le fait n'importe quel thérapeute, alors que les psychanalystes, eux, vont te dire « Ah, mais vous ne savez pas quelque chose, et la seule façon qu'on le saura, c'est en interprétant ce que vous faites. » Et donc, on entre dans ce processus de... Ce qui est redoutable, c'est que ça court-circuite l'esprit critique, parce que dans la même logique, le rejet, tous les sentiments critiques qui peuvent émerger chez un patient, en disant finalement j'avance pas, finalement mon psychanalyste ne m'aide pas à surmonter mes problèmes, finalement j'ai des doutes sur les écrits éventuels psychanalystes, etc. En fait, de toute la démarche de la culture psychanalytique l'amène à mettre en question ses doutes, les propres doutes. Tout à fait. C'est pas simplement mettre en question, ça explique aux gens que cela veut dire quelque chose. Ouais. Que Jacques a dit à ce garçon, ça veut rien dire. Cela veut dire quelque chose que ça ne veut pas dire. Ça veut rien dire, ça ne vous appartient pas forcément, et on ne va pas intégrer ça dans votre histoire. Alors Lacan s'est quand même interrogé là-dessus. Crucial. Il s'est interrogé là-dessus en disant « L'interprétation est un processus sans fin. Alors qu'est-ce que c'est que la fin de l'analyse si l'interprétation est un processus sans fin ?» C'est là qu'il a monté la traversée du fantasme, l'identification aux symptômes, enfin toutes ces théories qu'il a construites de la fin de l'analyse, qui étaient intéressantes parce qu'elles changeaient tous les 3 ans, ce qui fait que quand un de ces analyses ont été arrivés au bout, il a dit « Mais attendez, c'est pas ça du tout la fin de l'analyse, c'est ce que je viens de dire maintenant. » C'est le même processus que chez Freud, oui. C'est très important ce que dit Jacques, parce qu'il faut couper cette idée qu'il y a un esprit fantôme là-dedans quelque part qui dirige tout ça et dont il faut savoir ce que ça veut dire et de laisser dire ça. C'est ça le problème de la psychanalyse. Et alors on est guéri. Oui, c'est ça l'idée de la psychanalyse. Ouais. On n'est pas guéri, on devient lacanien, freudien, on fait partie du culte, mais on n'est seulement pas guéri des pensées intrusives, etc., etc. Lacan a... Vous en êtes des exemples, enfin, à implanter en fait la culture psychanalytique dans les facultés de philosophie, draguer des philosophes. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui, il y a une influence considérable de la psychanalyse, bon, qui faiblit, mais enfin, qui est quand même très importante en psychiatrie en France, dans les pays de culture francophone, et qui va à l'encontre des principes de la psychanalyse. Le principe de la psychanalyse, c'est que vous faites une démarche d'aller vers un psychanalyste, vous êtes conscient de faire cette démarche, ça doit être un engagement personnel qui doit coûter de l'argent, vous devez être en principe conscient et volontaire par rapport à cette démarche. Et la présence de la psychanalyse en psychiatrie s'impose à des gens qui parfois sont même pas capables de parler, ne sont absolument pas conscients d'être en analyse, ça s'impose à eux, et en plus ça ne leur coûte rien. Donc en fait, c'est en contraire aux valeurs mêmes de la psychanalyse. Ça s'appelle des analystes crocodiles. Ils dévorent les gens, et s'ils dévorent pas les gens, ils dévorent leur fric. Ouais. Michael pourrait expliquer que Freud a essayé évidemment d'entrer dans le monde psychiatrique et que c'est les psychiatres qui ont bien vu que ça ne marchait pas, etc. Mais ce que je voulais dire de toute façon, c'est que Lacan, lorsque ses didactiques n'ont plus été reconnues, il a ouvert tout grand les portes de la profession
à qui voulait. Moi, j'ai connu un peintre, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Munt, qui est un peintre, qui est venu s'établir à Paris, qui faisait de magnifiques tableaux. Il avait quelques problèmes, il est allé en analyse chez Lacan, et après quelques mois ou quelques années d'analyse, il s'est établi comme psychanalyste. Sa formation de base, ce n'est pas la psychologie, ni la psychiatrie, ni même la médecine, c'est la peinture, l'académie de peinture. Donc il a ouvert les portes de la psychanalyse à tout le monde, et en particulier à des philosophes, des mathématiciens, des spécialistes du langage, de la critique littéraire, comme Stuart, etc. Et donc, il y a des centaines, des milliers de lacaniens qui ont pratiqué ce genre de choses, hein, sans compter que certains ont dit, ben voilà, comme dit Lacan, je m'autorise de moi-même. Et donc, il a, peut-être par agressivité, par cynisme, eh bien, il a envahi le champ de la psychanalyse en noyant les gens de la Société internationale qui avaient dénoncé sa pratique. Et donc voilà pourquoi aussi il a séduit les philosophes, et il a surtout séduit aussi les journalistes. Ça permet de noyer le poisson par rapport à l'absence d'efficacité thérapeutique, ou au fait de refuser justement de se poser la question de l'efficacité thérapeutique. À partir du moment où on insuffle la psychanalyse chez des gens qui sont des artistes, des gens des médias, des gens qui ne sont pas des thérapeutes, on évite la problématique de l'efficacité basée sur des preuves. Et alors, qui trouve des satisfactions narcissiques. Enfin, un des plus beaux exemples, c'est Madame Sarkozy, qui dans le journal Psychologie a dit tout récemment qu'elle est en psychanalyse depuis 10 ans, que pendant les 8 premières années, elle avait 4 séances par semaine, et que maintenant, elle continue à raison de 2 séances par semaine. Et elle dit, je suis une absolue adepte de la psychanalyse, et ça depuis 10 ans. Alors, est-ce qu'elle a des gros problèmes psychiatriques? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est devenue narcissique, de plus en plus narcissique? J'ai tendance à le croire. Est-ce qu'elle est sous la dépendance? Est-ce que son mari a du temps à lui consacrer? Est-ce qu'elle a ses satisfactions affectives ou autres sur un divan? Mais vous voyez comment quelqu'un qui ne souffre apparemment pas de troubles psychiatriques avérés, et depuis 10 ans. Alors, vous vous rendez compte le nombre de séances par semaine? Ça fait, j'ai fait un petit calcul, plus de 1000 séances. Elle est chez un lacanien, mais ça lui coûte une fortune, faites les calculs. C'est énorme. Et ça continue, et elle est totalement adepte. Et elle est fière, en plus. Et elle est fière. Elle le dit dans le magazine Psychologie, à qui veut l'entendre. Ouais. C'est effrayant, tout ça. Et Gérard Miller est tout fier de la présenter et de donner Madame Sarkozy. Un peu comme les scientologues utilisent des stars de cinéma pour vendre la scientologie. De toute façon, dans les années 50, aux États-Unis, c'était exactement ce que faisaient les psychanalystes. Avec Woody Allen, ça se faisait aux États-Unis, oui, parce que c'était lié dans les années 50 avec method acting. Actor Studio. Oui, Actor Studio, les comédiens qui suivaient la méthode, comme Marilyn Monroe. Elle était patiente psychanalytique, apparemment ça ne lui a pas beaucoup réussi, mais elle était patiente psychanalytique. Et pas mal d'acteurs et des gens dans le média, des artistes, ils l'étaient. Mais c'est curieux que les États-Unis ils ont dépassé ça. Dans les années 50, 60, 70, les facultés de psychiatrie étaient bourrées de psychanalystes. Il n'y en a plus. Mais Woody Allen, il était le champion de la psychothérapie, de la psychanalyse. Il a fait 35 ans, et après 35 ans, il a tombé amoureux d'une fille de 16, 17 ans, quelque chose comme ça, et il s'est marié avec elle, sans le moindre sens des conséquences pour sa famille et pour son fils. C'est-à-dire, on peut dire que c'est l'inceste ou non, mais ça a sûrement fait beaucoup de mal à son fils, qui l'a dénoncé à cause de ça. Et l'idée que les gens doivent être responsables pour les autres, c'est absolument n'existe pas dans la psychanalyse. On est responsable d'agir selon son désir, blablabla. Bla, bla. Mais de faire des choses pour les autres, de s'entendre avec les autres, ça n'existe pas dans la psychanalyse. Les personnes qui ont une analyse critique de la psychanalyse subissent les foudres d'un mouvement qui est très intolérant à la frustration, qui est imperméable à toute remise en question, et qui a un pouvoir social très important. Tout à fait. Enfin, moi, je peux en témoigner parce que pendant quand même une quinzaine d'années après mon premier livre, j'étais relativement bien vu
dans les milieux universitaires. On savait que j'avais des opinions pas très orthodoxes, mais en même temps, j'étais un bon lecteur de Freud, déconstructeur. Ça marchait très bien. Je me faisais inviter dans les colloques. D'ailleurs, une fois, on s'est retrouvés, Stuart et moi, un de ces nombreux colloques, dans les départements de littérature. À partir de l'instant où j'ai publié mon petit livre sur Anaô, où je mettais en cause la véracité d'un cas de Freud, je n'ai plus jamais été invité nulle part pour un colloque de psychanalyse ou même à titre individuel pour venir présenter mes travaux dans une université. Ça, c'est aux États-Unis. Là, on voit très bien comment, en tout cas dans ce milieu-là, qui n'est pas le même que celui de la psychiatrie, de la psychothérapie en général, mais qui est le milieu très limité des campus, des départements de littérature, la psychanalyse continue vraiment à avoir un pouvoir très concret. Après, il y a eu en France la réaction démesurée des psychanalystes, non pas seulement à mon égard, mais à l'égard de mon ami Jacques et à d'autres. Ça s'est traduit comment? Eh ben, ça s'est traduit par, au moment de la publication du livre noir de la psychanalyse, par quand même des attaques absolument féroces, des attaques ad hominem. C'est-à-dire qu'on nous a traînés dans la boue en nous présentant soit comme des séides de l'extrême droite, soit comme des antisémites, soit comme des valets de l'industrie pharmaceutique, soit comme des dresseurs d'ours, parce que ça c'était pour mes collègues comportementalistes. Et là, il était très, très frappant de voir qu'à aucun moment les psychanalystes n'ont véritablement mobilisé des arguments rationnels pour contrer ce qui était avancé dans notre livre. Parce qu'ils sont incapables de faire autrement. Aucune discussion. Le principe, c'est de retourner l'attaque contre l'auteur en disant il y a un sens caché à votre travaux, à votre observation. Tout à fait, tout à fait. Et l'accusation d'antisémitisme, alors elle est ignoble. Elle a été utilisée par Elisabeth Roudinesco, entre autres, Catherine Clément. Catherine Clément aussi, il y a eu d'autres gens. C'est une amie de Roudinesco. Oui, c'est une accusation ignoble parce qu'elle est complètement sans fondement. Elle le sait très bien d'ailleurs, mais qui est très significative parce que c'est une accusation qui avait déjà été utilisée par Freud lui-même avant même qu'on brûle ses livres à l'époque du nazisme. Il a utilisé ce mécanisme de défense de la psychanalyse contre Jung, en accusant en 1914 de préjugés raciaux au moment où ils se sont séparés. En 1917, il a de nouveau utilisé le même argument en disant que les résistances de la psychanalyse étaient peut-être dues en partie à l'antisémitisme, au fait qu'il était juif. Et donc, c'est un vieux mécanisme de défense de la psychanalyse qui est complètement irrationnel, parce que lorsqu'on y réfléchit, ça ne tient pas debout un seul instant. Elle a accusé un certain nombre de juifs d'être antisémites. Mais bien sûr, c'est là où c'est irrationnel, c'est que ça ne correspond à aucune réalité. Et encore une fois, elle le sait très bien. Donc, c'est faire un pare-feu qui mettre un rideau de fer contre toute tentative d'objectivation de les problématiques de discussion sur la théorie et la pratique psychanalytique. Et ça a très bien marché. C'est ça qui est lamentable en France. En France, parce qu'en Belgique, il n'y a qu'une seule personne qui a pris cet argument, c'est Pierre Mertens, que j'ai été voir un jour alors qu'il faisait une conférence. Et je lui ai demandé s'il maintenait toujours cette accusation. Il avait l'air tout perdu. Et alors, je lui ai dit oui, c'est l'accusation de Madame Roudinesco. La seule chose qu'il m'a répondu, il m'a dit Madame Roudinesco est une dame très bien et c'est une de mes amies. Et donc voilà. Mais au-delà de ça, on voit bien dans les débats qui agitent le monde de l'autisme aujourd'hui, dès que des psychiatres traditionnalistes d'obédience psychanalytique sont confrontés au fait que les familles ne veulent plus d'internement psychiatrique pour leur enfant autiste et que, comme le reste du monde, les enfants n'ont rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Tout de suite, c'est des arguments de groupes comme le collectif des 39. On est dans les notions de c'est du fascisme. Voilà, vous êtes contre, vous nous retirez nos gosses, notre gagne-pain, donc vous êtes fascistes et nous on est les humanistes. Oui. Et Jacques Lacan se destinait à la prêtrise. Il est né dans une famille profondément catholique
Et donc le fait aussi d'espèce d'allumer ces pare-feux d'antisémitisme, c'est aussi pour but de masquer l'influence d'une certaine tradition catholique aussi. Et le fait qu'il fréquentait M. Heidegger, qui était un nazi notoire. Je veux dire que, et on lit ça dans Roudinesco, il faut faire un peu attention avec les gens qu'on fréquente quand même. Pour revenir sur l'autisme, dans le milieu psychanalytique, il y a un terrorisme entre psychanalystes. Il se trouve que j'ai été recruté par une association qui s'occupe des personnes qui ont le syndrome d'Asperger, donc autisme de haut niveau. J'ai été recruté pour valider psychiatriquement des bilans qui sont faits par des psychologues, mais qui n'ont de valeur que s'il y a un tampon du psychiatre. Ça fait 3 ans que je fais ça. Au bout d'un an ou deux, j'en avais un peu marre, et j'arrête pas de demander à la directrice de me remplacer. Personne ne veut le faire. Moi, je risque rien. Je fais psychiatre et psychothérapeute en libéral. Je travaille pas avec des institutions. Je suis à moitié en retraite. Mais les collègues qui sont, eux, pris dans les fils institutionnels et tout ça, même s'ils partagent, font mes idées, mes connaissances sur l'autisme, ne peuvent pas officiellement le déclarer et se montrer dans ce sens. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes des thérapeutes heureux? Parce que vous avez quitté la psychanalyse, mais vous êtes toujours thérapeute. Vous recevez des patients, c'est votre métier, c'est votre vie. Ça, c'est très important aussi de le dire. Vous avez tourné le dos de la psychanalyse, mais vous n'avez absolument pas tourné le dos de la démarche fondamentale, finalement, qui vous a mobilisé. Je trouve ça formidable. Chaque fois que dans une séance, il se passe des choses, je vois bien que ça va changer, qu'après, ce sera plus pareil qu'avant. Quand on voit les gens changer, c'est très satisfaisant. Les gens m'ont demandé à New York, on faisait une réunion la semaine dernière, ils m'ont demandé, est-ce que cela vous manque, la psychanalyse? Et j'ai dit, jamais. Ça me manque jamais parce que je préfère aider les gens. C'est beaucoup plus intéressant d'aider les gens, de discuter avec les gens, de travailler avec les gens et de les voir apprendre à faire des choses eux-mêmes que d'être là en tant que psychanalyste. Mais oui. Oui. Il risquait de s'endormir. On risque de s'endormir et c'est ennuyeux et c'est frustrant. C'est pas une profession gratifiante, à mon avis, gratifiante. Moi, j'ai beaucoup de renforcement, d'autant plus que je fais très volontiers ce qu'on appelle de l'immersion en situation. Donc, quand les gens ont peur du métro, je vais avec eux dans le métro. Enfin, il y a des séances préalables, bien sûr. Je fais ce qu'on appelle des confrontations de la situation phobogène de manière hiérarchisée, ça va de soi, hein. Contrairement à ce que dit Miller, je ne mets pas les gens directement devant Cancrela, les fait hurler. Je fais des désensibilisations systématiques et des choses comme ça qui donnent de très bons résultats. Aussi les troubles obsessionnels compulsifs, où on apprend aux gens à ne plus attacher trop d'importance aux idées intrusives, ou aussi on leur apprend à résister à des impulsions, mais de manière programmée, etc. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup plus qu'autrefois, où j'en avais de temps à autre, mais ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, à l'époque où j'étais analyste, j'ai quand même vu autour de moi aussi des suicides. Et une des choses aussi qui m'a fait changer, c'est de voir que parmi les grands maîtres de la psychanalyse, certains avaient des gros problèmes. Quand François Perrier, que vous avez connu, est venu à Louvain faire une conférence, il tenait un langage bizarre. J'ai demandé à mon patron, Jacques Scott, vous comprenez, je me demandais si c'était du lacanien, et Jacques Scott m'a dit Perrier ferait mieux de boire l'eau qui porte son nom. Alors j'ai compris qu'il était en état d'ébriété. Et alors j'ai appris aussi qu'il ne pouvait pas s'arrêter de boire. Le grand lacanien louvain, Alphonse de Wallens, n'osait pas traverser un boulevard. Il devait aller donner son séminaire. Je me souviens que Scott, un jour, m'a dit « Est-ce que vous pouvez aller chercher Alphonse ?» Il m'a dit « Parce qu'il est agoraphobe, il n'ose pas traverser un boulevard. » Écoutez, pour moi, c'était un choc. Donc, celui qui nous commentait les écrits lacaniens n'osait pas traverser un boulevard. Alors, moi, j'étais déjà allé aux Pays-Bas, j'avais déjà vu ce qu'était une thérapie comportementale, et moi, je savais qu'en aidant les gens à traverser des boulevards, en faisant des exercices, etc., eh bien, on pouvait les débarrasser de ça. Donc, tout ça a joué en 10 ans, hein, pour alors me faire perdre les illusions de ma jeunesse. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur. Merci infiniment. Alors, voici quelques conseils de lecture. On va commencer par le livre noir de la psychanalyse, que je recommande.
Le livre de Stuart, le dernier en date de Stuart Schneiderman, The Last Psychoanalyst. Bon, pour l'instant, c'est pour les anglophones. Jacques Van Rila, Les illusions de la psychanalyse, paru en 80. En 81, réédité, de nombreuses fois, et toujours en vente. Et toujours en vente, bravo. Les psychanalyses des mythologies du XXe siècle, coécrit avec Nicolas Gauvry. Et La nouvelle gestion de soi, ce qu'il faut faire pour vivre mieux. On peut faire autre chose que critiquer la psychanalyse, heureusement. Michael Borg-Jacobsen, Lacan, le maître absolu. Le dossier Freud, enquête sur l'histoire de la psychanalyse, coécrit avec Sonu Shamdasani. Souvenir d'Anao, une mystification centenaire. Et Les patients de Freud, Pas le dernier en date. Destin, bientôt suivi d'une suite. En préparation, peut-être. Et alors, je conseille aussi à tous, ce qui est un must, Histoire de la découverte de l'inconscient, Henri Ellenberger, qui notamment démarre ce travail d'historien et explique que Freud n'a pas inventé l'inconscient ni la psychothérapie.